Bienvenue au rendez-vous de l'IA de l'UDM. Donc, ces rendez-vous se veulent des espaces de discussion et d'échange sur les enjeux sociétaux et éthiques de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la finance et plus particulièrement de la finance durable. Nous tenterons de voir comment les outils numériques pourraient nous aider à accélérer l'adoption des objectifs de développement durable et notamment dans le financement. Il faut savoir tout d'abord que de nouveaux cadres de référence voient le jour pour forcer à la divulgation ou la communication des impacts environnementaux entourant la finance. On parle également des critères ESG, E pour environnement, S pour société, G pour gouvernance. Ces critères devraient permettre d'évaluer non seulement les impacts sur l'environnement, mais également les impacts sociétaux des investissements et leur type de gouvernance. Dans ce contexte, comment la science des données et l'intelligence artificielle pourraient nous aider à mettre en place de nouvelles stratégies financières et répondre aux exigences internationales? On peut imaginer des outils de mesure et de prédiction, des tableaux de bord en temps réel de la valeur des impacts ou encore des outils analysant la réputation d'une entreprise. Donc aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur cette question. Nous allons donc commencer par un tour de table avec Nathalie Saint-Pierre et Manuel Morales. Donc, nous allons commencer avec notre première invitée, Nathalie Saint-Pierre, entrepreneur d'impact dans le secteur de la technologie, experte en ODD, innovatrice expérimentée dans l'administration publique et la fiscalité. Alors, je vous cède la parole, Nathalie. Merci, Patricia. Est-ce que c'est possible d'afficher autrement? Tu voudrais voir quoi exactement? Bien, voir, est-ce qu'on voit les gens? Parce que là, présentement, je ne vois que toi. Non, c'est toi qu'on voit avec les invités. Donc, on a une photo de toi et une photo de Manuel. Et puis, il y a toi. Okay, c'est bon. Bon, bien, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de débuter cette session. Merci, Patricia, pour l'organisation. Comme plusieurs d'entre vous, et certains ne le savent pas, ça fait plus de 4 ans que je me suis donné le mandat de vraiment faire mieux connaître les objectifs de développement durable qui, pour moi, représentent un cadre qui nous amène à avoir un langage commun et une capacité à mesurer les impacts. Pour ceux qui ne connaissent pas les objectifs de développement durable, c'est un cadre qui a été accepté par les pays aux Nations unies. Donc, c'est un cadre qui a été admis par 193 pays en 2015. Et le Canada en a fait l'adoption à la fin 2015 comme étant un cadre qui convenait au Canada. L'intérêt des objectifs de développement durable, c'est leur caractère d'interdépendance. Donc, dans les 17 objectifs, la plupart des gens qui veulent améliorer le monde vont y trouver leur compte, car il y a quelque chose qui les concerne, que ce soit l'éducation, la santé, le climat, les eaux saines, et évidemment la justice et des institutions efficaces. Donc, avec ces objectifs-là, qui offrent beaucoup de place à amener des innovations, évidemment, ça offre aussi l'occasion d'utiliser la technologie comme un levier de succès, d'où l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle pour en faire la mise en œuvre. Merci Nathalie, merci pour ce bref résumé. Maintenant, on peut peut-être passer la parole à Manuel Morales et ensuite on aura un mot de bienvenue de M. Dilac. Donc, Manuel Morales, une brève présentation, s'il vous plaît. Donc, bon, Manuel n'est peut-être toujours pas connecté, donc on va y aller avec le mot de bienvenue de M. Dilac. Alors, M. Dilac, si vous êtes présent, s'il vous plaît. Ah, oui, Manuel qui est en train de rentrer. Donc, de toute façon, on va y aller avec le mot de bienvenue de M. Dilac. À vous, M. Dilac. Merci beaucoup, Patricia. Je suis absolument ravi d'écouter
Nathalie Saint-Pierre et Manuel Morales sur ce sujet vraiment important parce que la finance et la finance durable, c'est un des leviers qui permet d'atteindre les objectifs de développement durable et un levier qui est parfois sous-estimé, évidemment pas quand on connaît le domaine du financement, mais c'est, je dirais, dans la recherche, un domaine qui est souvent méconnu, en tout cas parmi les chercheurs en sciences sociales. Donc, je suis absolument ravi de cette conversation. Ça s'inscrit pour Algora et je pense à Manuel qui va se présenter, ça s'inscrit dans des travaux qu'on a maintenant initiés il y a quelques années sur le lien entre l'IA et la finance. Alors d'abord des questionnements sur la régulation de l'IA en finance, mais aussi l'utilisation de l'IA dans le développement d'une finance durable qui nous permette d'atteindre donc un développement pour le bien commun. On parle beaucoup de bien commun. Il y a le mois prochain à Toulouse un grand sommet sur le bien commun. Alors, au-delà du slogan, au-delà d'un mot qui est connu depuis maintenant quelques siècles, eh bien, on essaie de donner un peu de contenu à ce terme-là. Et l'utilisation de l'IA en finance permet peut-être de contribuer à sa consolidation, dans certains domaines, tout simplement à sa création. Ça s'inscrit aussi dans un parcours qui a été balisé avec la Déclaration de Montréal, puisque les principes de la Déclaration de Montréal qu'on a établis en 2018 pointaient vers le développement durable. Si on regarde les principes, on a des principes de solidarité, d'équité, le 4, le 6, et puis le principe numéro 10, qui est le principe de développement soutenable, avec cette originalité d'inclure le développement durable dans des principes d'éthique, ce qui n'était pas le cas jusqu'à cette date-là, puisque donc, ce que je disais, c'est ça, on n'était pas habitué à voir le développement durable ou le devoir de développement durable comme un principe éthique. C'est plutôt quelque chose qu'on laissait à la politique publique des organisations, à la programmation politique des gouvernements. Et donc, on a fait ce pari que le développement durable non seulement pouvait être un principe d'éthique, mais un principe d'éthique de l'IA. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on a essayé de mieux comprendre comment l'IA pouvait être aussi une partie de la solution et pas seulement du problème, puisque l'IA est parfois une partie du problème, mais pouvait être une partie de la solution. Voilà. Et à partir de ce travail séminal, on a fait un travail pour l'autorité des marchés financiers. Et puis actuellement, avec Manuel Morales, on travaille, et Patricia et nos collègues du Cyrano, Polytechnique Montréal et FINML, on travaille sur un projet donc spécifiquement sur l'utilisation de l'IA pour soutenir la finance durable. Voilà quelques mots d'introduction à ce sujet vaste et très important. Merci, M. Dillac. Donc, je crois que Manuel Morales est rentré dans la séance. Donc, on va passer la parole à Manuel Morales, simplement pour une petite présentation. Et puis, ensuite, donc, on va y aller avec une présentation un peu plus complète de Nathalie Saint-Pierre et après ça, de Manuel Morales. On va leur donner un petit 10-15 minutes à chacun pour présenter leur vision et leur projet par rapport à la question. Et ensuite, on aura une période de questions. Donc, je vous invite à poser au fur et à mesure vos questions dans le chat. Et puis, nous, on va les recueillir. Et puis, à la fin, on va lever la parole au public. Et puis, chacun pourra discuter. Donc, il va y avoir une petite discussion à la fin. Donc, sans plus tarder, Manuel Morales, donc une brève présentation, s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Désolé, j'avais des problèmes de connexion, mais finalement, ça a marché. Et donc, je comprends, c'est juste une petite introduction, hein, ma présentation de 15 minutes, c'est après, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. C'est juste pour te présenter comme dans le fond qui tu es exactement. Puis après ça, on va laisser la parole à Nathalie pour un petit 15 minutes. Parfait. Bonjour tout le monde. Donc, Manuel Morales, moi, je suis professeur de mathématiques statistiques à l'Université de Montréal, dans le département des mathématiques statistiques, depuis bientôt une vingtaine d'années.
Toujours, je fais la recherche appliquée, donc en finance et en assurance. Cette recherche est passée des aspects un peu plus théoriques vers des aspects plus pratiques au fil des années. Et ça s'explique un peu à cause de Montréal qui se positionne comme un AI hub, comme on le dit en anglais, donc un centre important d'intelligence artificielle. Et donc, ma recherche a un peu évolué vers la création de valeur avec les données et les nouvelles technologies et le machine learning. Dans ce parcours, j'ai collaboré avec plusieurs institutions financières, en particulier avec la Banque nationale, toujours dans des initiatives de transformation digitale, comme on les appelle. Ce que ça veut dire comprendre les nouvelles données qui existent et puis générer la valeur avec ça. Et ça m'a mené à travailler sur la gouvernance de ce type de modèle parce que justement, même vu de l'intérieur de l'institution financière qui cherche à se transformer, un des premiers problèmes qu'on voit, c'est justement la gouvernance de ce modèle. Et ça m'a mené à différentes collaborations, comme cette collaboration qu'on a avec l'Algora Lab et Marc-Antoine. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis là pour parler un peu de tout ça. Merci. Merci beaucoup, M. Morales. Donc, ça nous donne une petite idée justement des deux invités qu'on a aujourd'hui et comment les discussions vont se tenir. Donc, sans plus tarder, on va donner la parole à Nathalie Saint-Pierre pour sa présentation. Donc, je voulais débuter par les nouvelles qui nous arrivent du comité du GIEC, le groupe d'experts des Nations unies concernant le climat. Puis, le dernier rapport a été déposé la semaine dernière et il était assez alarmant sur le fait qu'on devait poser des gestes quotidiens pour pouvoir nous donner une chance d'ici 3 ans de changer la direction où s'en va le climat sur la Terre. Puis pour moi, ce que je veux essayer d'ouvrir la discussion, c'est est-ce qu'on est en train de tous courir dans la même direction dans des solutions de climat pour sauver la planète ou pour sauver la vie sur Terre? Parce que ce n'est pas la même chose. La planète est soumise à toutes sortes de lois naturelles et c'est clair qu'elle existe depuis fort longtemps et je vous prédis qu'elle va exister même si le climat avait raison de la vie sur Terre. Donc, c'est ma nouvelle du jour. Ce qui est positif, c'est que les humains ont su innover pour pouvoir améliorer le bien-être sur cette terre, donc on peut rester positif. Mais, tu peux changer la page. Donc, je débute par une courte présentation de vraiment les 17 objectifs de développement durable et qu'est-ce que je crois qu'ils apportent à notre conversation. Donc, compte tenu de mon expérience, beaucoup dans des postes de gouvernance et également comme gestionnaire en fiscalité pour la mise en œuvre de règles fiscales complexes et compliquées, j'ai tout de suite trouvé que ce cadre commun nous offrait un langage commun pour se comprendre, donc pour faire un lien entre les différents silos d'experts. Ensuite, donc, pour mobiliser nos actions et surtout la mesure du progrès effectué. Parce qu'il ne faut pas penser qu'on va être parfait, mais je crois qu'on doit vraiment avoir pris conscience qu'on doit faire du progrès sur notre relation entre les humains et le reste de la vie sur Terre. Donc, je crois que la COVID nous a exposé plusieurs enjeux sociaux puis nous offre des occasions d'innover pour mieux vivre ensemble en respectant les lois naturelles et les talents de chacun. Puis c'est ce que ce cadre-là nous offre, une vision nouvelle d'interdépendance. Donc, on ne peut pas juste s'occuper d'un aspect parce qu'il y a un impact sur d'autres aspects. Donc, on doit être conscient qu'on fait partie d'un tout. Puis, ce que j'ai vu aussi, c'est que les innovateurs de solutions ont un rôle essentiel pour la mise en œuvre, mais de solutions systémiques. Donc, arrêtez d'essayer de faire des solutions qui sont très bien intentionnées,
mais qui n'adresse pas le côté systémique de nos enjeux. Puis, je crois qu'en gardant les yeux sur les 17 objectifs de développement durable, ça nous donne comme un guide pour arrimer notre travail à tous. Donc, voici un exemple d'un des objectifs de développement durable. C'est un exemple qui me touche beaucoup puisque je suis une femme. Je suis, comme vous tous, une enfant de quelqu'un, puisque ça, c'est ce que nous partageons tous. Nous sommes tous les enfants de quelqu'un. En plus, je suis la mère de d'autres, d'un garçon et d'une fille. Donc, clairement, avec des parents qui ont vieilli et avec avoir élevé des enfants, tout en étant une femme au travail, j'ai vraiment pris la mesure du travail invisible ou mal valorisé des femmes. Puis cet enjeu-là se trouve à être vraiment contenu dans les objectifs 5, 8 et 10. Donc, 5, c'est l'égalité des genres. 8, c'est des conditions décentes de travail pour la croissance économique de ces personnes-là. Et la réduction des inégalités, qui est quelque chose qui devrait tous nous concerner. Puis, il y a les Nations unies qui ont adopté ce cadre-là avec les 193 pays, ont fait une cible particulière pour la valorisation du travail invisible, non payé pour les tâches domestiques, mais également pour s'occuper de personnes de notre entourage, travail qui est la plupart du temps fait par des femmes à travers le monde. C'est comme ça même au Québec. Donc, je crois que c'est juste pour illustrer comment cet enjeu-là, si on le regarde avec plusieurs objectifs de développement durable, on s'aperçoit que ça peut nous amener à des solutions intéressantes au lieu d'essayer de régler des symptômes. On peut essayer d'aller à la source du problème et peut-être de venir dire, bien, on devrait valoriser mieux et plus le travail qui est fait pour les femmes, et ça sans avoir d'impact négatif sur le climat, parce que ce travail-là se fait déjà. Donc, on n'est pas en train d'ajouter de la pollution. Ce travail-là est déjà fait. Donc, aujourd'hui, la discussion avec M. Morales, c'était un peu comme est-ce qu'on regarde ESG ou SDG? Parce que SDG, c'est les objectifs de développement durable en anglais, le Sustainable Development Goal. Puis, je pense que M. Morales est plus un expert que moi, mais la finance, c'est un secteur vaste. Moi, je suis diplômée en finance, puis j'ai été dans plusieurs secteurs de la finance. La plupart du temps, par contre, j'ai été en fiscalité, puis c'était très intéressant. Là, il y a eu récemment l'annonce de l'installation du IFRS Foundation pour la mesure de ESG. Puis, je ne suis pas une comptable, mais je peux dire, et les gens qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai énormément de respect pour les personnes qui exercent la profession de comptable. Puis, donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle, cette annonce-là, parce qu'il y a beaucoup d'expérience de normes comptables dans cette organisation-là. Le Focus 2022 semble être la déclaration pour le climat. Ça vise beaucoup les entreprises publiques, donc publiques, les grandes entreprises sur les marchés publics, privés, les PME, les sociétés privées. Je ne sais pas à quel point c'est autant efficace. En ce qui a trait à l'IA, je crois qu'on a un solide écosystème au Québec. Donc, on a une occasion de classifier les actions de tout le monde en utilisant, entre autres, le traitement du langage naturel, ce qui était la raison que j'avais interpellé le professeur Yoshua Bengio en 2018, parce que je voyais que cette capacité-là de base de l'intelligence artificielle permettait d'avoir de l'ambition pour devenir leader mondiaux d'amener des solutions ODD. Donc, il y a une banque de données existante à l'ONU, ça touche tous nos enjeux. Puis, ce que je crois qu'on doit avoir comme résolution en premier, c'est vraiment d'avoir une gouvernance inclusive et un meilleur maillage de capital pour pouvoir mettre en œuvre des vraies solutions systémiques.
Puis quand on parle de solutions systémiques, on parle de beaucoup de capital parce qu'on parle d'avoir à travailler en plusieurs organisations, beaucoup de types de projets, beaucoup de types de personnes. Puis avec mon expérience de grande corporation, ce n'est pas rien. Donc, je vous le dis, mais c'est faisable. Puis avec des personnes d'écosystème du Québec, je crois qu'on a beaucoup de... on peut avoir beaucoup d'espoir. Donc, moi, je terminerai ma petite portion pour laisser la place ensuite à M. Morales en disant que je crois qu'il faut faire un changement de paradigme. Donc, au lieu d'être en silo et être en compétition entre les organisations et les personnes, je crois qu'on doit vraiment adopter un mode de pensée de compétition. Parce que la compétition, c'est bon parce que ça nous amène à être meilleurs, mais la coopération amène également des idées nouvelles et plus appropriées. Donc, je soumets l'image de dire qu'au lieu de dire ensemble, on va plus loin, tout seul, on va plus vite, moi, je vous soumets, bien, pourquoi pas faire une course à relais? Donc, que chacun apporte sa contribution, puis qu'on puisse avoir des espaces de débat ou de réflexion, mais que d'être toujours avec des gens qui sont en mesure d'avancer, faire progresser avec leur propre talent. Merci, Nathalie. Très intéressante. Donc, je vais aller. Je te remercie. Donc, dans le fond, ce que je retiens de très fort, c'est devons-nous sauver la planète ou la vie sur Terre? Et puis, j'ai trouvé très intéressant aussi la mission, la conviction de trouver des solutions intelligentes pour justement accélérer les objectifs de développement durable. Donc, c'est très intéressant. Et la course à relais, justement, je vais passer le bâton justement à Manuel Morales pour voir, d'après lui, justement, comment l'intelligence artificielle ou les outils numériques ou, comme tu as mentionné, Nathalie, justement, le NLP, par exemple, peuvent aider justement à mettre en place des solutions pour accélérer les objectifs de développement durable. Alors, à vous, Manuel Morales. Oui. Donc, pour aujourd'hui, je pensais justement parler un petit peu de notre projet, donner un peu de détails justement pour expliquer ou illustrer comment l'IA peut aider dans tout ça. Je n'avais pas envoyé ma présentation, donc je ne sais pas si j'ai le droit de présenter quelques slides que j'avais préparés. Comment je peux... Geneviève, est-ce que tu peux donner les accès à Manuel Morales pour partage d'écran? Oui, je vais faire ça. OK. Merci. Étonnamment, Patricia, on dirait que je ne suis pas capable. Je ne sais pas si c'est toi qui as les autorisations. OK, là, je vais essayer de voir. Donc, Manuel. OK, ça va fonctionner comme ça. Voilà, c'est bon? D'accord, à vous. Ouais, c'est bon. Donc, c'est bon. Ok, donc oui, donc je veux parler un petit peu de ce projet. Je crois que Marc-Antoine, il a commencé déjà je sais à Lucien Cellulaire, donc ce projet avec Algora, Lab, Cyrano, Finemel et Lovia. Mais peut-être juste commencer un peu dans le début parce que je trouve que c'est intéressant de voir d'où ça vient. En effet, depuis 2019, on avait des conversations autour de la gouvernance de ces projets, de comprendre les impacts que ces nouvelles technologies peuvent avoir quand on les introduit dans le secteur financier. Comprendre ça, il y a des questions qu'on se pose et qui découlent de travaux autour de la déclaration de Montréal. Ça s'est concrétisé dans une consultation à laquelle on a participé de IOSCO, qui est l'organisation internationale de commission de securities. Donc tous les bourses y participent. Et c'est une consultation pour se poser la question, c'était quoi l'impact de machine learning et IA dans les investissements. On a participé, puis là, on s'est rendu compte, en fait, dans cette analyse, on a vu que l'IA peut jouer deux rôles principalement, si on les catégorise comme ça.
dans les investissements. Donc, un rôle qui est le rôle le plus classique et qu'on voit souvent, c'est mais on a des données, on veut générer la valeur avec ça, c'est des données structurées qu'on les appelle, donc c'est des données de marché, des données, des indicateurs, etc., des données clients, et on veut utiliser le IA pour apprendre des choses et générer des valeurs. Mais il y a un autre endroit qui était moins connu ou moins exploré, qui était celui des données structurées. Comment est-ce que ces données structurées, des textes, des images, la voix, etc., comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés? Et là, un cas d'usage qui est très clair et avec beaucoup d'impact, c'était justement les investissements ou la finance durable. On parle surtout de ESG en finance parce que c'est là qu'il y a l'urgence, point de vue institution financière. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans ce monde-là, à explorer l'IA comme un outil pour améliorer la visibilité que les investisseurs et les institutions ont sur l'impact de leur portefeuille. Ça a mené à ce projet qui a débuté en 2021, financé par l'OVIA, où on se pose ces questions-là et on cherche à trouver des cas d'usage pour montrer plusieurs choses. Une, que l'IA peut en fait aider à cette démarche de faire que les secteurs financiers transitionnent vers un secteur qui facilite les investissements vers les investissements durables, mais aussi à le faire avec transparence et toujours avec une gouvernance, comme on la comprend. Et donc, ça nous mène à ce projet-là, dont je vais vous parler un petit peu plus. Donc, quelques repères, mais donc, on parle de finances durables. Donc, comme on la comprend de l'interne, ça fait allusion à le ESG, donc environnement, société et gouvernance. Donc, ce sont des considérations ESG qui doivent être prises dans le processus d'investissement. Donc, l'idée ici, c'est que tout, ou la plupart, ou sinon tous, les SDG dont Nathalie parlait, pour les réaliser, on peut toujours traduire ces objectifs les quantifier en termes des investissements. Donc, par exemple, si on parle en environnement, si on veut atteindre les 1,5 degrés par 2100, ça veut dire en fait qu'il faut que le système financier contribue ou commence à transitionner 600 milliards de dollars à chaque année vers des investissements verts. Donc, ça c'est pour dire que le secteur financier a un rôle important à jouer dans cette transition pour arriver à atteindre ces SDG. Donc, ça, c'est pour positionner de l'interne. Donc, il y a cette vision de rendre les investissements responsables ou durables, on va dire. Donc, ça veut dire, ça s'est traduit à des choses très précises, point de vue des investisseurs. Ça veut dire que maintenant, les investisseurs doivent comprendre, dans un premier lieu, l'empreinte de leur portefeuille et à nouveau, ça veut dire plusieurs choses. C'est là que les différents cadres qui sont en train de se développer ou qui se développent depuis quelques années pour donner un sens, une matérialité à ce que ça veut dire le ESG. Donc ici, un petit tableau qui illustre un peu ça. Donc ESG, environnement, société et gouvernance, les différents cadres qui existent, leurs objectifs donc, l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir le décliner dans des matérialités très précises, point de vue investisseur. Donc, par exemple, l'environnement, mais on peut parler de changement climatique, on peut parler de pollution et de traitement des déchets, etc., qui ensuite vont se décliner. Par exemple, changement climatique, c'est clair que ce que ça veut dire garder un œil sur les émissions carbone. Et ça c'est un des préoccupations principales en ce moment pour les investisseurs, donc les gros fonds d'investissement, y compris les fonds de pension, c'est de comprendre dans leur portefeuille, c'est quoi l'empreinte carbone de ce portefeuille-là, même avant de pouvoir agir sur ça, c'est-à-dire même avant de pouvoir commencer à transitionner tous ces investissements vers des investissements qu'on peut dire verts. Il faut comprendre d'abord cette composition.
Et non seulement ça, mais aussi l'intégration de cette ambition de transitionner vers les investissements verts. Qu'est-ce que ça veut dire en termes des objectifs financiers? Parce qu'il ne faut pas oublier que ces institutions, ce sont des investisseurs qui ont des cibles vis-à-vis leurs investisseurs. Donc, par exemple, un fonds de pension a des comptes à rendre vis-à-vis leurs contributeurs. Et donc, il faut qu'ils puissent quand même générer des revenus et selon des balises de risques très, très bien définies. Donc, l'intégration, ça veut dire aussi, on veut transitionner, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes ou c'est quoi la relation de ça en termes de génération de returns, de revenus. Donc, ça, c'est un peu rapidement, c'est les enjeux, c'est ça les questions qu'on se pose. Et si on est un peu plus spécifique et on reste dans le carbone, les émissions carbone, où est-ce que le IA peut aider? D'une part, c'est la collection des données. Où est-ce qu'on peut aller chercher toutes ces données qui nous donnent cette compréhension de l'empreinte carbone que les différents projets peuvent avoir. Et puis, il faut se rappeler ici que quand on parle d'un portefeuille d'investissement, ce n'est pas juste des actions d'une compagnie qu'on peut détenir, c'est aussi des investissements privés sur des projets d'infrastructure, sur des projets d'énergétique, sur des projets de real estate, comme on les appelle en anglais. Et tous ces projets-là, il faut mesurer l'empreinte que ces projets-là ont dans tous les spectres ESG. Donc, ça c'est compliqué. Donc, l'IA peut aider à la collection et quantification objectif de toutes ces données qui sont non structurées à la base. Donc, c'est très vaste. Notre projet en particulier, peut-être pour finir, je parlerai un petit peu de notre projet. J'ai essayé un peu de donner le portrait qui est quand même assez vaste et puis le défi qui est quand même énorme. Et si on se concentre sur les émissions carbone, il y a les côtés très matériels qui est les émissions. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mesurer et comprendre et donner un chiffre pour une compagnie en particulier en termes de tonnes de carbone par dollar investi. Mais il y a une autre dimension qui est aussi importante qui n'est pas capturée dans des chiffres. C'est par exemple les plans de transition. Parce que toutes ces compagnies-là sont en train de modifier leurs opérations pour pouvoir s'aligner vers différents cadres et qui vont les amener vers des opérations plus vertes ou plus durables. Et ça, comment est-ce que chaque compagnie est en train de se positionner, de s'organiser, ça on le retrouve aujourd'hui dans des rapports financiers, des rapports spécifiques ESG. Il n'y a pas de standard, il y a un ces moments de discussion et d'alignement qu'on constate qui vont vers des définitions des standards. Qu'est-ce qu'une compagnie doit divulguer en termes de leur activité et leur plan de transition. Mais ça, c'est en train d'arriver. Pour l'instant, le portrait ou le paysage est quand même assez chaotique. Donc, toutes ces informations-là qui nous permettraient en principe de comprendre le positionnement de chaque compagnie et de chaque projet vis-à-vis leur plan de transition, c'est compliqué. On les trouve dans différents rapports, même dans les nouvelles, dans les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est des textes. Donc, le premier cas d'usage dans lequel on se concentre, un peu pour illustrer qu'il y a une valeur à aller chercher avec l'IA pour aider à gagner cette visibilité sur les empreintes carbone, mais qu'évidemment, ça peut être étendre vers les autres verticales ESG aussi. Et donc, ça nous amène à ce petit cas d'usage qu'on est en train de travailler où on utilise des modèles de langage NLP ou traitement de langage naturel pour faciliter la scalability. Parce qu'en ce moment, cette analyse qui est quand même assez subjective est faite par des analystes spécialistes de l'ESG dans ces institutions où ils vont aller chercher cette information-là, la synthétiser et pouvoir donner un score ou positionner chaque projet ou chaque investissement dans une grille.
c'est un travail qui à ce moment, il n'est pas scalable. Et c'est là que le NLP peut venir aider. Dans la collection de toutes ces données, donc de tous ces textes qui sont pertinents pour l'analyse, mais aussi pour l'extraction de l'information qui est là-dedans et la catégorisation de ces informations-là. Donc, les cas d'usage sur lesquels on travaille, ça va dans ce sens. Ça nécessite aussi un dialogue avec les experts EEG pour comprendre l'information qu'on doit aller chercher. On sait, et on a déjà avancé dans ces directions. On sait que le NLP est capable d'aller chercher l'information, mais il faut entraîner les modèles pour aller chercher l'information qui est pertinente dans le cas du chasse. Et c'est là où on est aussi dans ces discussions de s'aligner sur un cadre en particulier. C'est quoi qui va nous permettre de dire qu'un plan de transition est mature ou pas? C'est quoi les métriques qu'on doit aller chercher dans les rapports? Ça est une partie de la recherche. Et il y a une autre aussi qui est un peu plus un regard critique de est-ce que ces cadres-là, c'est pertinent? Est-ce que ces cadres-là, c'est la bonne perspective à prendre quand on veut évaluer ça? Donc ça, c'est un autre dialogue. Puis ça touche un peu le domaine de Marc-Antoine, donc l'éthique appliquée, avoir un regard critique aussi sur les cadres eux-mêmes. Mais tout ensemble, l'idée de ce projet, c'est mettre tous ensemble pour aider les investisseurs à mieux ou à gagner cette visibilité sur leurs investissements, que le premier pas vers la transition vers des investissements durables. Et je crois que je ne vais pas dépasser mes 15 minutes. J'ai essayé de faire ça rapidement. Je vais m'arrêter là, puis on pourra continuer la discussion sur les temps des questions. Merci, Manuel Morales. Merci. Donc, je vais reprendre le contrôle de l'écran. Donc, voilà. Donc, en fait, la façon dont je voulais réagir tout de suite, c'est peut-être donner une définition de qu'est-ce que la matérialité économique, tout simplement pour qu'on soit tous capables de suivre la discussion. Donc, la matérialité économique consiste au choix d'indicateurs comptables permettant de mesurer le niveau de performance et de fiabilité d'une entreprise. Donc, elle peut établir une hiérarchie des enjeux d'une stratégie de développement durable. Donc, ça, on parle de matérialité économique. Et quand on parle aujourd'hui de la matérialité économique, on distingue deux types de matérialité. Donc, on a la matérialité d'impact et on a la matérialité financière. Et la matérialité d'impact, c'est celle qui est reliée aux critères ESG. Donc, c'est simplement pour vous faire une petite mise en situation. Et puis, aujourd'hui, on essaye justement avec les nouvelles normes de traiter les deux types de matérialité, soit la matérialité d'impact et la matérialité financière. Et celle d'impact, souvent, elle a des données extra-financières. Donc, c'est ça justement qui fait en sorte qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle sur d'autres aspects que des aspects purement financiers. Donc, simplement pour avoir une réaction, avant d'avoir la réaction du public, simplement, je voulais savoir si M. Dillac ou Nathalie Saint-Pierre avaient justement une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit dans les minutes qui ont précédé. Nathalie, est-ce que tu as une réaction? Marc-Antoine, Dillac, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Moi, je dirais que je pense qu'on peut voir que nous sommes assez alignés. Donc, je crois que le travail qui est fait est le travail qui doit être fait. Ma préoccupation, c'est quand on vient dire qu'on transfère de certains montants, qu'on décide d'avance que ça va aller dans le climat et des solutions vertes. Pour moi, ça, j'ai réagi en disant, mais comment vous faites pour dire ça? Donc, moi, je pense qu'on doit faire attention de ne pas répéter le modèle qui nous a conduit à la situation d'aujourd'hui. Et c'est là qu'on revient à la gouvernance. Okay? C'est quoi la façon, puis ça demande vraiment de la réflexion. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de décisions de mauvais choix qu'on sait maintenant, qu'on ne croyait pas dans l'histoire que c'était un mauvais choix. On essayait de faire du progrès, puis de voir qu'est-ce qui fait qu'on va transférer tout cet argent-là dans des solutions vertes.
Puis je reviens à ma question du départ, est-ce qu'on essaie de sauver la Terre? Puis je vous le dis, là, il y a toutes sortes de lois naturelles qui font que la Terre, elle va s'occuper bien d'elle-même. C'est vraiment les gens et la vie, parce que c'est aussi les autres êtres vivants, les végétaux, les animaux qui sont en danger. Puis, est-ce qu'on ne veut pas régler tout d'abord le problème de gouvernance, puis d'arrêter d'être en silo, de dire, il y a les entreprises, il y a tel truc, il y a les banques qui, eux, ont leurs enjeux, et de voir comment on fait la délibération citoyenne pour arriver à faire des meilleurs choix, puis de les comprendre, nos choix, parce que je pense qu'on a besoin de ça. Merci, Nathalie. Donc, je ne sais pas si M. Dillac ou M. Morales veulent réagir à ta réponse, peut-être par rapport à comment on peut utiliser la délibération. Est-ce que vous avez un mot à dire, M. Dillac, là-dessus? Oui, certainement, mais moi, j'ai plutôt des questions pour nos invités, parce que j'étais justement interpellé par disons, quand Nathalie Saint-Pierre a parlé de ESG versus ODD, et je trouve que c'est vraiment très, très pertinent de mettre ces deux langages en vis-à-vis, et je me demandais juste quel était le meilleur langage aujourd'hui pour l'action publique en faveur d'un développement soutenable, qui inclut évidemment quand même le développement vert et non pas un effort pour la planète, mais un effort pour une vie harmonieuse humaine sur cette planète. Donc voilà, quel est selon vous le meilleur langage pour aborder ces enjeux-là et aussi pour flécher le développement de la finance durable? Je ne sais pas si vous allez aimer ma réponse, mais moi, je dis qu'il faut utiliser les deux. Mais il faut utiliser les deux, chacun d'eux dans le bon contexte, en comprenant ce que nous sommes en train de faire. Parce que souvent, les gens vont aller chercher à dire « Ah, ben c'est ça la solution. » Puis je crois que non. Je crois que pour moi, puis je reviens aux commentaires de M. Morales sur le fait que je crois qu'on a un écosystème extraordinaire au Québec. Puis là, on se trouve à avoir des organisations qui vont surveiller du côté de la divulgation financière et extra-financière avec de l'expérience dans le côté financier. Donc, je crois que c'est une excellente nouvelle pour les citoyens. La seule chose, c'est que ça n'a pas mené dans le passé à l'endroit où est-ce qu'on voudrait être, parce qu'on a ces défis-là climatiques. Donc, je crois qu'il faut juste savoir utiliser le bon outil pour le bon moment, puis ça revient à une question de gouvernance. Puis ça, je ne l'ai pas vu sur le marché. Merci, Nathalie. Et puis, je peux juste vous dire, Nathalie Saint-Pierre, qu'effectivement, la question de la gouvernance reste un peu l'angle mort de nos recherches. Et je suis intéressé à en savoir plus. Emmanuel me contredira pas parfois on isole un petit peu la question de la gouvernance. Moi, j'ai tendance à le faire parce que je pense que c'était vraiment crucial pour le développement de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises, et un peu adjacent par rapport à la problématique de la finance durable, mais j'entends parfaitement cette mise en garde et je serais ravi d'en savoir plus. Donc, est-ce que M. Morales veut réagir? Oui, je pourrais juste rajouter qu'en effet, de ce que j'ai présenté, je suis tout à fait d'accord. De ce que je présentais, l'emphase était sur le côté pratique. Mais je comprends tout à fait qu'il y a une réflexion qui doit être faite aussi point de vue gouvernance. On ne veut pas répéter la même chose. On veut sortir un peu de ce qui nous a amené là où on est. Mais peut-être un truc un peu, je dirais un truc qui vient un peu plus de la perspective de quelqu'un qui est dedans, dans ces milieux-là. Ce que je constate, c'est qu'il y a quand même un sens d'urgence qui vient de certaines équipes, certaines personnes, où il faut agir. Il faut faire que le système tel qu'il est, le faire changer, ça prend du temps. Mais dans ces systèmes-là, il y a quand même des choses qu'on peut commencer à faire. Et c'est là que on positionne notre cas d'usage. C'est avec ces outils-là qui existent, on peut quand même accélérer cette transition qui est en train de se faire. Puis ça, c'est quand même
une façon de faire avancer les choses. Mais évidemment, on doit garder un œil sur toute l'autre réflexion qui doit avoir lieu aussi, mais qui peut prendre un peu plus de temps. Merci, M. Morales. Donc, peut-être on peut laisser un petit peu de temps au public de réagir à ces questions et à ces discussions. Je sais qu'il y a une main qui a déjà été levée, mais peut-être je laisserai Geneviève gérer les questions. Est-ce que Geneviève, tu as des questions? Moi, j'en ai pas, mais je laisserai la parole à Pascal Lehoux qui a levé la main. Qui a levé la main, d'accord. Merci à tout le monde pour l'organisation du webinaire. Je trouve que c'est un sujet super important, ça fait que je suis tout à fait ravie de découvrir Nathalie Saint-Pierre et les travaux de Manuel et Marc-Antoine sur cette question-là. Je trouve ça intéressant d'imaginer, parce que moi, Manuel, en écoutant ce que tu présentais, je me suis dit, qui, dans le quotidien, lit les rapports qui sont produits par les entreprises puis tente de faire du sens des déclarations qui sont faites en matière d'ESG? Ça, c'était une question. Autrement dit, c'est sans exploiter la potentialité de l'IA, qui se sert de ces rapports-là pour prendre des décisions? Puis peut-être l'autre volet de la question, je me demande, puis peut-être Nathalie Saint-Pierre pourra élaborer, est-ce qu'on prend aussi des décisions de désinvestissement pour pouvoir être cohérent avec les ODD que vous décrivez? Parce qu'il y a probablement des situations où on a suffisamment d'informations pour pouvoir prendre ce type de décision de désinvestissement. Donc, peut-être la parole à M. Morales tout d'abord avec la première question. Oui, mais en effet, il y a des gens, leur travail, c'est ça. Parce que, un peu pour illustrer un peu, nous, on sait, par exemple, les banques, leur portefeuille, il y a des engagements qui ont été pris dans l'autre direction pour s'aligner sur certains objectifs. Et après, tout ça, ça se traduit en action que ces équipes doivent mettre en place. Donc, si l'ambition ou la mission qui était, l'engagement qui était pris en haut, c'est de toujours quantifier en termes de tant de tonnes de carbone qui doivent être réduites, tant d'actifs avec un plan de transition bien défini qui doivent faire partie du portefeuille. Donc, il y a des métriques très précises qui viennent d'en haut. Puis après, les équipes qui, en fait, prennent ces décisions doivent agir pour arriver à ces objectifs-là. Puis donc, c'est là que ça devient le travail des analystes pour se repérer dans tous ces documents, puis identifier les actifs qui remplissent ces critères-là, puis commencer à imaginer comment est-ce qu'on peut transitionner le portefeuille pour qu'on ait plus de ça et moins de ça. Donc oui, il y a des gens dont le travail c'est ça, et ça c'est un pain point de tous ces processus. Si on veut faire ça rapidement, il faut le faire à échelle. Merci, M. Morales. Et Nathalie Saint-Pierre, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Bien, par rapport à ça, je trouve que c'est une excellente observation qu'il y a vraiment beaucoup de documentation qui est produite par beaucoup de monde. Puis ça a toujours été ma question de qui lit ça. Donc, sous le prétexte d'être transparent, plein d'organisations n'ont fait qu'ajouter des pages et où la vérité est cachée quelque part, puis elle est difficile à cerner. Puis c'était pour ça mon enthousiasme face à l'intelligence artificielle du départ, pour nous assurer d'avoir une chance d'au moins apprendre qu'est-ce qui se cache derrière tous ces épais rapports. Donc, excellente question. Je suis mystifiée moi-même. Puis, pour répondre à la deuxième partie de la question par rapport au désinvestissement en finance, bien, je crois que ce qui est important de garder en tête en matière de développement durable, c'est vraiment une décision en tant qu'humain d'exercer sa gouvernance, puis c'est en fonction de valeurs. Donc, il faut faire attention. Là. Il faut faire attention de ne pas se dire « Ah, ben ça me prend beaucoup d'informations pour pouvoir agir ». Il y a aussi une question de nos valeurs. Puis je pense que c'est là que je trouve aussi que le cadre des objectifs de développement durable nous amène des pistes de solutions
Puis surtout, ce qu'il va falloir, je pense, trouver comme outil de gouvernance, ça va être de définir qu'est-ce qui est la création de valeur collective. Donc, d'avoir des investisseurs ou des banquiers qui veulent avoir du retour sur investissement financier, puis qu'on sait très bien que le coût pour les générations futures, puis la santé des humains puis de la vie n'est pas inclus. Donc, il va falloir, comme chacun de nous, venir dire, ben écoute, je prends le risque, moi, ma valeur ou mes valeurs ne sont pas représentées dans tel secteur et j'accepte que je devrais mettre plutôt mon énergie à justement pouvoir aider à illustrer la valeur pour la société. Je crois que c'est là qu'on est rendu. On est à une belle position. Je pense que l'intelligence artificielle peut nous aider. Clairement, le travail par rapport au secteur de la finance aussi, parce que c'est plus facile de comparer qu'on est capable de mettre des chiffres, donc de chiffrer, de quantifier, mais tout ne se quantifie pas. Puis à un moment donné, on doit prendre des décisions qui ne sont pas que sur la valeur actuelle nette d'une transaction. Donc, qui va extra-financier à venir dire « Moi, je ne cautionne pas ce genre de comportement ». Merci, Nathalie. Est-ce que, par hasard, Mme Lehoux a une réaction par rapport à ces réponses? Est-ce qu'on a bien répondu à vos questions? Oui, c'est excellent. Puis je pense que la conversation doit se poursuivre. Tu sais, c'est des thématiques qui sont difficiles, mais je suis tout à fait d'accord avec l'importance de pouvoir mesurer de façon tangible, puis de réfléchir aux directions. Puis je suis d'accord que les ODD nous donnent une direction. Donc, ils nous donnent quelque chose vers quoi tendre. Et donc, une boussole qui est probablement qui aide à démêler les valeurs dont Mme Saint-Pierre discute. Oui. Donc, si on retient un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans la discussion, on peut peut-être résumer en disant que l'intelligence artificielle ou les outils numériques peuvent nous aider à accélérer les processus finalement pour le développement durable et nous permet aussi peut-être dans le fond d'avoir une meilleure transparence justement au niveau de la finance parce qu'on a des outils d'intelligence artificielle qui vont justement nous aider à avoir plus de transparence parce qu'on va avoir des critères de vérifiabilité, etc. Donc, on va rentrer dans une ère où justement on va devoir donner des comptes rendus des états financiers et avoir beaucoup plus de transparence. Donc, l'intelligence artificielle à ce niveau-là aide à accélérer et aide sans doute à la transparence. Est-ce que M. Dillac aurait un mot de la fin ou alors peut-être qu'il y aurait d'autres réactions au niveau du public? Est-ce que M. Dillac est toujours avec nous? Oui, non, j'ai écouté. La question de la quantification, elle est, je veux dire, nous, on a pris, quand on travaille avec l'IA, c'est sûr qu'on prend le parti d'une capacité d'utiliser, de manipuler les quantifications de telle sorte que ça ait des effets qualitatifs. En même temps, j'entends et c'est quelque chose qui résonne, la question de la valeur de quelque chose qui n'est pas nécessairement de l'ordre du quantitatif, même si on peut quantifier des valeurs, mais là on parle par exemple de choses qui ne devraient pas être faites du tout, d'investissements qui ne devraient pas être concédés. Pascal Lehoux disait, est-ce qu'on peut faire du désinvestissement dans certains secteurs? Et notre problème dans la finance durable, c'est qu'on a des investisseurs qui, de toute façon, vont faire ces investissements. C'est-à-dire que le désinvestissement, il est tout à fait souhaitable, mais il va être probablement atteint dans certains secteurs de manière très graduelle, très graduelle. Et c'est là où, justement, l'idée d'utiliser l'IA pour, par exemple, évaluer la réputabilité, évaluer les efforts de transition des entreprises dans certains secteurs, peut amener de manière probante les investisseurs à désinvestir dans certains secteurs. Mais ça sera graduel. Donc, c'est un petit peu ça le pari. Ce n'est pas la panacée, ça ne sera jamais la panacée, c'est simplement un outil supplémentaire dans
dans un changement, dans une révolution de société, hein, un changement de société qui doit être profond et qui ne peut pas se contenter simplement de réparation, de rustine sur les bords. Merci, M. Dillac, pour ce mot de la fin. Donc, on pourrait en discuter encore de nombreuses heures. C'est un sujet très intéressant et puis qui va prendre beaucoup d'importance dans les prochains mois qui suivent. Donc, je veux simplement vous dire que les prochains rendez-vous de l'IA de l'UDM se feront en mode hybride. Donc, nous aurons la chance de se rencontrer en personne au MILA pour le prochain rendez-vous de l'IA. Qui aura lieu peut-être le 27 avril, mais c'est à confirmer. Je vous enverrai les invitations. Et le sujet sera sans doute autour de la désinformation. Donc, l'IA et la désinformation, les fake news, etc. Donc, je vous invite avec un chercheur de Facebook, par ailleurs, qui finit sa thèse de doctorat au MIT et à l'ENS à Paris, mais qui est chercheur affilié du centre de recherche de Facebook et qui nous donnera des informations sur des recherches qui sont menées par les unités de recherche de Facebook de manière indépendante des autres unités de développement de Facebook. Ça, c'est de toute façon informatif. Donc, je vous invite, merci beaucoup. Donc, je vous invite chaleureusement à ce prochain rendez-vous. Je vous enverrai les invitations. Merci à Nathalie Saint-Pierre. Merci à Manuel Morales. Merci à Pascal Lehoux qui est intervenu et qui a apporté des éléments très importants. Et je vous invite donc au prochain rendez-vous de l'IA qui aura lieu sans doute au MILA en mode hybride. En vous souhaitant une agréable journée. Merci à tous et au revoir. Merci tout le monde. Au revoir.